Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien avec l'information dont voici les grandes lignes. La Guinée s'affirme sur la scène minière mondiale. Conakry, première étape africaine du PDG de Rio Tinto. Rencontre au palais Mohamed VI avec le chef de l'État. Projet Simandou, un engagement renouvelé. Tamara sur les îles de l'Os, un cas d'excision sur une fillette de 5 ans. 4 suspects interpellés par l'OPROGEM, soutien du gouvernement et de l'UNICEF. La lumière réclamée sur l'affaire. Dingraye Soboudou Missidé au service de sa communauté. Mosquée et centre de santé déjà réalisés. Un lycée et un centre islamique en construction. Investir dans l'éducation pour un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Décret D 2025-0161 PRG CNRD SGG fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Le président de la République a vu la charte de la transition Greta. Article 1er. La campagne pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 est ouverte le dimanche 31 août 2025 à 0 heure et est close le jeudi 18 septembre 2025 à 0 heure. Article 2. Pendant la campagne pour le référendum constitutionnel, les réunions et les manifestations publiques se tiennent dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Article 3. La haute autorité de la communication HAC veille à ce que le principe d'égalité entre les opinions soit respecté dans les programmes d'information des organes de presse publics et privés. Les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de publication des écrits ainsi que de diffusion des émissions relatives à la campagne référendaire sont déterminées conformément aux dispositions de la loi sur la haute autorité de la communication HAC. Article 4. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de l'Information et de la Communication, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de la Défense nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 5. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 20 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Je vous le disais tantôt, le nouveau PDG de Rio Tinto a choisi Conakry comme première étape africaine de son agenda international. Reçu au palais Mohamed V par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le nouveau patron de Rio Tinto a réaffirmé l'engagement de son groupe à poursuivre la mise en œuvre du projet Simandou, l'un des plus ambitieux du secteur. Fatoumata Koroma, David Silla. La Guinée, au cœur de l'agenda international du nouveau patron de Rio Tinto, récemment nommé à la tête de la multinationale anglo-australienne. Après sa récente rencontre avec le président américain Donald Trump à Washington, Simon Trott a posé ses valises à Conakry. Ce jeudi 21 août 2025, il a été reçu au palais Mohamed V par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre des Mines et de la Géologie Bouna Silla, du conseiller à la présidence Ousmane Doumbouya, du conseiller juridique de la présidence Dr Alpha Oumar Kamara, ainsi que du président du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen CTG, Mamoudou Nanya Lembari, accompagné de son prédécesseur Jacob Stazom, et de hauts responsables du groupe, le nouveau dirigeant de Rio Tinto est venu réaffirmer la détermination de son groupe à poursuivre la mise en œuvre du projet Simandou, considéré comme l'un des plus ambitieux projets miniers au monde. Cette audience intervient quelques jours seulement après la rencontre du nouveau CEO avec le président américain. Un calendrier qui illustre la place stratégique qu'occupe désormais la Guinée
sur l'échiquier minier mondial. Le chef de l'État a pris acte du changement de direction à la tête de Rio Tinto, tout en réaffirmant son attachement à un partenariat solide fondé sur un esprit gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique. Le chef de l'État a insisté sur l'impérieuse nécessité de maintenir les standards les plus élevés, tant en matière de respect de l'environnement que de prise en compte des droits et du bien-être des communautés riveraines. Dans sa vision innovatrice, le président de la République a exhorté Rio Tinto à renforcer son investissement en faveur du contenu local, notamment par le soutien aux producteurs agricoles tout au long du corridor du Transguinéen. De son côté, l'ancien PDG Jacob Stasom a saisi cette opportunité pour saluer le rôle déterminant joué par le chef de l'État, dont le soutien constant a permis d'accélérer la mise en œuvre du projet Simandou. I think Guinea can be very proud. Je crois que les Guinéens peuvent être très très fiers. C'est un projet que nous avons développé ensemble dans l'intérêt de la Guinée. Ce projet, grâce à la vision du chef de l'État, on a réussi à le matérialiser. C'est un projet qui va avoir un impact sur le pays, sur la longueur. Et aussi, nous avons employé énormément de Guinéens aujourd'hui qui travaillent au sein de Rio Tinto, mais qui aussi commencent à travailler dans les opérations de Rio Tinto à travers le monde. Donc vraiment, Rio Tinto et la Guinée se sont intégrés l'un à l'autre et nous sommes dans une position aujourd'hui où nous avons vraiment appris à aimer ce pays. That it is for the best of the development of Guinea. So you should be very proud. Pour Simon Trout, le nouveau dirigeant, l'objectif est clair: consolider un partenariat unique et privilégié avec la Guinée et inscrire Simandou comme un modèle de coopération minière à l'échelle internationale. I'm absolutely delighted to be here. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, vraiment très heureux. Le projet Simandou est le plus grand projet minier au monde. C'est un projet d'importance cruciale pour le minerai de fer. C'est un projet que nous avons mené à terme et qui va permettre de vraiment mettre la Guinée en orbite concernant le minerai de fer. J'ai été reçu ce matin par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vraiment, j'ai été très heureux de pouvoir le rencontrer aujourd'hui. Je vais revenir en Guinée. Ce ne sera pas ma première visite, mais je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. Je crois que la force d'un partenariat, comme tous les partenariats, en particulier ce partenariat avec la Guinée, c'est le fait qu'on puisse avoir des conversations qui sont ouvertes, transparentes, qu'on puisse se parler, qu'on travaille ensemble et on se réunit autour d'une vision commune de ce que Simandou pourrait être dans 5, 10, 15, 20 ans. Pour les principaux acteurs du projet, cette première visite sur le continent africain du PDG entrant de Rio Tinto traduit l'importance accordée à la vision du chef de l'État et au rôle central du comité stratégique Simandou, dirigé par le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, véritable bras opérationnel de la transformation de ce méga-projet en vecteur de développement durable et inclusif. Le CEO entrant et le CEO sortant ont tenu à ce que M. le Président de la République le reçoive avant que M. Simon ne entre en fonction le lundi prochain, soit le 25. Cela démontre à suffisance l'importance que le groupe Rio Tinto accorde au leadership, à la vision du Président de la République, mais également l'importance du projet Simandou dans son portefeuille. Et lors de cette audience, le Président de la République a rappelé que depuis le 25 mars 2022, qui est la date de signature de l'accord cadre pour le co-développement des infrastructures du projet Simandou, et Rio Tinto, conformément à ses engagements pris par son CEO de l'époque, M. Jacob, a respecté ses engagements parce que le projet entre en exploitation à la fin de cette année, conformément aux accords, mais également la prise en compte du contenu local, car c'est ce qui permettra de réduire la pauvreté en Guinée. Et contenu local, c'est 3 axes conformément à la vision du Président de la République: donner des opportunités des emplois aux Guinéens, donner des opportunités d'affaires aux entreprises à capitaux guinéens, la formation et le transfert de technologies en faveur des Guinéens.
mais également la question de la transformation sur place de minerais en acier, de 500 000 tonnes d'acier ou 2 millions de tonnes de pellets, conformément aux accords. Et en plus de ça, il a indiqué que Rio Tinto devra accompagner la vision du programme Simandou 2040, notamment en un pilier 1 pour le développement agricole, le long du corridor, pour pouvoir aider les agriculteurs et fermiers qui se trouvent le long du corridor, ce qui permettra de réduire la pauvreté et d'avoir un développement durable et long terme pour notre pays, car c'est un projet long terme. Comme il a indiqué, c'est un projet stratégique, c'est un projet économique qui devra s'inscrire dans la vision de la Guinée, et à ce titre que lui-même, en tant que principal chef de projet, il donnera des instructions fermes au comité stratégique du projet Simandou et à son président, M. Djiba Diakité, et au gouvernement pour que, ensemble, qu'on continue à accompagner Rio Tinto dans ses investissements afin de diversifier ses investissements en Guinée, car il démontre à suffisance que la Guinée, c'est un pays prioritaire pour le groupe Rio Tinto. Au-delà des chiffres et des contrats, cette visite résonne comme un symbole, celui d'une Guinée qui s'affirme, qui inspire confiance et qui attire désormais les plus grands acteurs de l'industrie mondiale. Dans la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, ce projet dépasse la simple exploitation minière. Il incarne un héritage à transmettre aux générations futures. Une Guinée debout, maîtresse de ses ressources, capable d'allier modernité, développement et respect de ses valeurs. Restons encore avec Fatoumata Kourouman. Après les inondations à Conakry et Sigiri, l'éboulement à Dubreka et le glissement de terrain de Manéa, le gouvernement s'est réuni en urgence au Petit Palais afin de coordonner la réponse aux catastrophes et de préparer des mesures de prévention durables. Suivez. La Guinée fait face depuis plusieurs jours à une série de catastrophes naturelles. Inondations à Conakry et à Sigiri, éboulement à Dubreka, puis plus récemment, un glissement de terrain à Manéa, dans la commune urbaine de Koya. Autant de drames qui ont endeuillé des familles et rappelé la vulnérabilité de certaines zones du pays. Pour apporter une réponse rapide et coordonnée, un comité de crise s'est réuni ce vendredi 21 août 2025 au Petit Palais sur instruction du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba. Autour de la table, le ministre secrétaire général de la présidence, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des représentants du CNRD. Au nom du comité, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général de 2e section, Ibrahima Khalil Condé, a rappelé les instructions fermes données par le chef de l'État. Il a exprimé la compassion du gouvernement aux familles sinistrées et réaffirmé la détermination des autorités à ne pas se limiter à des réactions ponctuelles, mais à engager une véritable stratégie de prévention. Hier nuit, il y a eu un glissement de montagne dans la commune de Manéa qui a causé la mort de 15 de nos concitoyens, 11 blessés, 10 portés disparus. Mais parmi tous ces cas, les services d'urgence ont réussi à extraire 3 portés disparus. L'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires était, n'est-ce pas, à pied d'œuvre pour recenser ces différents cas que je viens de citer, et les services des différents départements de la défense nationale, de la sécurité, de la protection civile, de la santé étaient tous réunis. Et c'est pourquoi aujourd'hui le président de la République a ordonné au Premier ministre de convoquer une réunion de crise. Cette réunion de crise a réuni les ministres qui ont la charge de gérer, n'est-ce pas, ces différents services techniques. Les dispositions ont été prises d'abord pour le maintien de ce comité de crise pendant cette période hivernale
qui doit se retrouver permanemment pour la gestion des nouvelles cas que nous ne souhaitons pas. Et il faut reconnaître aussi que les blessés qui ont été déjà évacués dans les centres hospitaliers sont déjà pris en charge et sont sous traitement intensif. Et ensuite, les cas de mort qui ont été enregistrés sont dans les morgues et sont traités dignement. Toutes les dispositions nécessaires sont prises par le gouvernement pour éviter de tels cas à l'avenir. Le ministre porte-parole du gouvernement a pour sa part insisté sur la régularité des concertations à venir. Le comité se réunira autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que des solutions durables soient mises en œuvre. Notre pays, comme vous le savez, a connu plusieurs catastrophes à Conakry, où il y a eu beaucoup de morts, à Sigiri, des dégâts matériels assez importants. Et ces derniers jours, à Manéa, où un glissement de terre a emporté des biens et des vies. Donc, suite à tout ceci, donc, ce comité de crise a été convoqué. Le Premier ministre l'a présidé. Plusieurs ministres étaient autour de la table et des représentants des forces de défense et de sécurité qui se sont mobilisés donc, pour échanger sur ci et faire le point de la situation et informer plus largement les populations sur les dispositions qui sont prises et aussi inviter les populations à plus de prudence parce que les précipitations vont continuer dans les prochains jours et les zones inondables ou qui sont au flanc des montagnes sont des zones à risque. Inviter donc les populations à être vigilantes et à faire attention lorsque les pluies connaissent des niveaux assez élevés. Donc, et puis présenter aussi par la même occasion au peuple de Guinée les messages de condoléances du chef de l'État. Un communiqué donc a sanctionné cette rencontre aujourd'hui et il va se réunir chaque fois que les besoins se feront sentir pour prendre les dispositions urgentes, rapides pour venir au secours de nos populations sinistrées. La présence de certains membres du gouvernement n'est pas fortuite, car chacun des départements ministériels ici présents a un rôle déterminant dans cette riposte collective. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en première ligne pour poursuivre ses opérations de secours et renforcer les dispositifs d'alerte et de prévention dans les zones à risque. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme est appelé à lutter contre les constructions anarchiques et à mettre en place un plan de restructuration urbaine adapté à la croissance rapide des villes. Le ministère de la Promotion féminine et des personnes vulnérables devra garantir l'accompagnement des familles sinistrées depuis l'aide d'urgence jusqu'à la réinsertion des plus fragiles. Quant au ministère de l'Administration du territoire, qui est chargé d'assurer la coordination entre l'État central et les collectivités locales afin que celles-ci disposent des moyens nécessaires pour anticiper et gérer efficacement les crises. Au-delà de l'urgence humanitaire, cette réunion illustre une volonté claire du gouvernement, transformer la douleur des sinistres en leçon collective et bâtir une réponse nationale plus résiliente face aux catastrophes naturelles. Dans l'actualité également, le Conseil national de la transition a tenu une plénière présidée par Dr Dansako Rouman. Les travaux ont porté sur 2 textes, le projet de loi sur la promotion et la protection des droits des personnes en situation de handicap et la rectification de l'accord de financement du projet de transformation du système de santé. Les détails avec Abdoulaye Diallo. Au cours de cette plénière, 2 textes sont soumis pour examen et délibération. Le premier porte sur la ratification de l'accord de financement du projet de transformation du système de santé. Cet accord de prêt et de don d'une enveloppe cumulée de 95 millions de dollars américains avait déjà été approuvé par le CNT. Cependant, au niveau du décaissement auprès de la Banque mondiale, le montant de la partie prêt et celui du don ont été cumulés dans la formulation de la loi. Après examen, le CNT a apporté les corrections recommandées par le bailleur. Et autorisé la ratification de l'accord de financement crédit IDA numéro 7635-GN d'un montant de 85 millions de dollars américains entre la République de Guinée et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement de l'Association internationale de développement IDA. Et 2. L'accord de don GFF numéro TFOC 5993 d'un montant de 10 millions de dollars américains entre la République de Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Le deuxième est celui relatif au projet de loi portant promotion et protection des droits des personnes en situation de handicap en Guinée. À ce titre, il vise entre autres à prévenir le handicap à travers la vaccination, la sensibilisation et tout autre mode empêchant la survenue du handicap. Durcir les sanctions contre les auteurs de discrimination et de rejet envers les personnes en situation de handicap. Garantir l'accès équitable aux soins de santé de qualité, la rééducation fonctionnelle, promouvoir l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Je voudrais indiquer que contrairement à une certaine idée reçue, baliser les droits des personnes en situation de handicap par une loi n'accable pas le budget national. Le projet de loi ici proposé ne contraint pas non plus l'État à aller au-delà de ses capacités. Une fois adoptée, la loi sur le handicap n'est pas de nature à exposer l'État guinéen face à d'éventuelles réclamations incontrôlées. Dans les débats, les conseillers nationaux qu'à leur tête, Dr Dansa Kourouma, ont insisté sur les avantages fiscaux à accorder aux organismes dont les activités sont consacrées aux personnes portant un handicap. Le présent projet de loi vient combler un vide juridique en fixant l'obligation pour les pouvoirs publics de garantir aux personnes handicapées la jouissance des droits civiques, politiques, économiques et environnementaux et surtout la possibilité de les exercer sous la base de l'égalité avec toutes les catégories de personnes. Garantir aux Guinéens vivant avec un handicap un accès équitable à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à une vie culturelle et sportive épanouie, mais surtout l'accès aux différentes infrastructures à l'usage public dans notre pays. C'est aussi de renforcer la lutte contre toute forme de discrimination, d'exclusion, voire même d'ostracisme à l'endroit de ses compatriotes. À travers ce texte de loi, l'État guinéen réaffirme et concrétise sa volonté de respecter les différentes conventions internationales relatives aux droits des personnes handicapées qu'il a toujours ratifiées. À Tamara, sur les îles de Los, une fillette de 5 ans a été victime d'excision. 4 personnes ont été interpellées par le PROGEM et le service central de protection des personnes vulnérables. La ministre de la Promotion féminine, aux côtés de la représentante de l'UNICEF, a exprimé le soutien du gouvernement à la petite Mariam Souma. Mohamed Kamara. C'est une pratique récurrente pendant cette période des grandes vacances. À Tamara, dans les îles de Los, une fillette de 5 ans est victime d'un cas d'excision. L'acte est perpétré par la grand-mère de la victime et ses complices. Alerté, le PROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs et le service central de la protection des personnes vulnérables en synergie d'action ont procédé à l'interpellation de 4 personnes, dont la grand-mère de Mariam Souma, la victime. On l'a reçue dans un état de choc. Elle avait beaucoup saigné après la mutilation. Et ce qui a été fait, c'était de la stabiliser, la maintenir en vie. Et actuellement, elle suit les traitements comme des soins locaux et nous planifions la reprendre la semaine prochaine, voir ce qui est possible de réparer. Cette forme de mutilation génitale a provoqué des soucis de santé chez Mariam Souma. Actuellement, elle est admise à l'hôpital Niasdine pour des soins. C'est une situation très triste. On vient de visiter la petite fille.
elle est prise en charge, ça c'est l'important, ça c'est l'essentiel. Le gouvernement vraiment, il tient à suivre tous les cas, prendre en charge les cas, ces aspects médicaux et tout ça, mais suivi surtout aussi l'aspect psychologique des supports. L'UNICEF accompagne le gouvernement et félicite vraiment tous les pas que le gouvernement prend en ce qui concerne l'excision. Je suis vraiment très peinée de voir cette petite fille de 5 ans, innocente, qui se retrouve complètement mutilée. On pensait que l'excision traditionnelle était vraiment derrière nous. C'est pour ça que j'ai tenu à venir voir cette fillette, à passer un message fort auprès de nos communautés, vraiment pour arrêter cette pratique néfaste. Le projet de la nouvelle constitution, dans son article 9, martèle avec force que l'intégrité physique et morale de chaque être humain est sacrée. Le programme Simondo 2040 a été mis en avant au panel de la TICAD 9. Ces 2 derniers jours, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a porté haut le programme Simondo 2040, vision du chef de l'État. Avec le PAM et des entreprises japonaises, il a défendu les réformes engagées par le CNRD. Omar Bari. À l'occasion du 2e et dernier jour de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé a poursuivi un agenda bilatéral intensif, renforçant les perspectives de coopération entre la Guinée et le Japon, ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers. La journée du jeudi a démarré par une rencontre de haut niveau avec une dizaine de parlementaires japonais, présidents de diverses commissions, mines, environnement, sécurité, agriculture, infrastructure, pêche. Le ministre Ismaël Nabé a partagé la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et a invité ses élus à participer à une table ronde prévue à Tokyo avant fin 2025. Cette rencontre portera sur les opportunités d'investissement dans le cadre du programme Simandou 2040, vision du chef de l'État destinée à faire de la Guinée un pays développé. Les parlementaires nippons ont unanimement salué et soutenu cette initiative stratégique. Le ministre du Plan, Ismaël Nabé, a ensuite tenu des échanges prometteurs avec les responsables de Nippon Electronic Corporation NEC, acteur majeur mondial dans les domaines de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications. NEC envisage de s'implanter en Guinée afin de proposer des solutions innovantes, notamment en matière de sécurité et de digitalisation. In the area of ICT and digital in general. En tant qu'une entreprise qui est spécialisée en technologie digitale et la connaissance faciale, nous voulons intervenir dans le secteur de la sécurité en République de Guinée. Et c'était une grande opportunité aujourd'hui de rencontrer le ministre du Plan et de la Coopération internationale. Nous avons fait une visite avant avec le ministère de la Sécurité en République de Guinée. Et avec nos échanges avec le ministre de la Sécurité, et nous avons trouvé qu'il y a des opportunités en Guinée dans lesquelles nous pouvons intervenir par rapport à la sécurité. Le ministre Ismaël Nabé a réaffirmé la volonté du gouvernement guinéen sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya de développer rapidement le secteur des télécommunications en apportant des alternatives concrètes aux besoins croissants des populations conformément au 3e pilier du programme Simandou 2040. Le ministre Ismaël Nabé s'est également rendu au bureau du programme alimentaire mondial PAM à Tokyo pour échanger avec sa directrice exécutive, Madame Cindy McCain. To speak with your minister. Je suis très honorée d'avoir discuté avec le ministre. On est très content de notre partenariat avec le pays de la Guinée. On est très intéressé à voir comment on peut augmenter notre collaboration, particulièrement dans les domaines de l'agriculture, des cantines scolaires. Et c'est vraiment de voir comment ensemble on peut davantage mettre notre collaboration à l'échelle. Large part the minister's activity on this. En marge de la TICAD, le ministre Nabé a participé au forum sur le logement, la construction et le développement urbain, réunissant décideurs africains et institutions internationales. On avait eu l'honneur d'être reçu par les parlementaires japonais, une dizaine de parlementaires. Et l'objectif principal de cela, c'est de parler de la refondation qui est en cours et la transformation prônée par son excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État,
président de la République de Guinée. Mais au-delà de cela, nous avons compris l'engouement, mais aussi l'amour que ces parlementaires-là ont pour la Guinée, mais aussi à notre leader, le président de la République. Et avec le programme Simandou 2040, on s'est rendu compte que les 5 piliers étaient représentés par les chefs des commissions parlementaires. Quand vous prenez l'agriculture, le commerce et l'industrie, le président de la commission de l'agriculture dans la Grande Douma, qui fait office de l'Assemblée nationale japonaise, était représenté là. Nous avons l'éducation était aussi représentée, nous avons les infrastructures représentées, nous avons la sécurité qui a été représentée, l'économie aussi représentée. Donc on a compris que nos amis japonais ont vraiment étudié l'ambition, la vision du chef de l'État qui est le programme Simandou 2040. En ce qui concerne l'organisation avant la fin de cette année de la table ronde pour le financement du programme Simandou 2040, et ils se sont montrés vraiment enthousiastes, ils sont prêts à venir et aussi mobiliser des entreprises japonaises pour venir parler de la refondation en cours en République de Guinée. Enfin, le ministre Nabé a pris part à plusieurs panels organisés par le PNUD et la JICA, agence japonaise de coopération internationale, autour de thématiques clés comme construire un environnement d'investissement durable et faire progresser la finance du développement proposé par le PNUD, co-construire la société de demain avec l'Afrique, réaliser les ODD et au-delà présentés par la JICA. Lors de son intervention, le ministre Ismaël Nabé a exposé les progrès réalisés dans le cadre de la refondation lancée depuis 2021 par son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Il a mis en lumière les indicateurs macroéconomiques positifs, la relance du projet intégré mine infrastructure Simandou, ainsi que les ambitions portées par le programme Simandou 2040, destiné à assurer un développement socio-économique durable et responsable pour les 15 prochaines années. Nous étions honorés d'être sur ce panel aujourd'hui avec le ministre Nabé. Vraiment, nous avons été très impressionnés par la présentation qu'il a faite de Simandou 2040, vraiment du programme de développement et de promotion des investissements que le gouvernement de la Guinée est en train de mettre en place. Je pense qu'en fait, l'audience a bien accueilli cette présentation. C'était une très belle expérience, très intéressant d'entendre Monsieur le ministre parler de l'expérience de la Guinée en termes de credit ratings, comment ils attirent les investisseurs. Et je pense que de présenter ce projet Simandou au reste du monde, c'était une chose extrêmement importante. C'est un projet qui est l'espoir de la Guinée aujourd'hui, et je pense que c'est un projet que le reste du monde doit connaître, parce que la Guinée est un pays avec un avenir incroyable. La participation du ministre Ismaël Nabé à la TICAD 2025 a non seulement permis de renforcer la visibilité de la Guinée sur la scène internationale, mais aussi de poser les jalons de futurs partenariats structurants au Japon et d'autres partenaires techniques et financiers. Le dynamisme diplomatique et coopératif de la Guinée illustre la volonté claire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya de faire de la Guinée un acteur incontournable de développement durable en Afrique. Dans un autre registre, la 4e édition de la Semaine nationale du mérite scolaire tirait son clap de fin ce samedi à Conakry, une semaine dédiée à récompenser le mérite et à célébrer l'excellence. Les inspecteurs régionaux de l'éducation ont également reçu des véhicules remis par le ministre Jean-Paul Seydi, un geste du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour améliorer les conditions d'apprentissage au bénéfice du peuple guinéen. Abdelaziz Baldé nous en dit davantage. La Semaine nationale du mérite scolaire 2025 suit son cours normal à Conakry. Outre la récompense des meilleurs de l'année, le chef de l'État, le président de la République, pense aussi aux inspecteurs régionaux de l'éducation de la Guinée. 8 véhicules 4x4 sortis d'usine sont mis à leur disposition afin de faciliter leur mobilité dans l'arrière-pays. C'est normal qu'ils reçoivent les moyens de faire leur travail et en ce moment, il devient normal que nous puissions leur demander de nous donner les résultats qu'il faut pour cela. Donc je suis très heureux, au nom du président de la République, au nom du chef du gouvernement, de pouvoir mettre à leur disposition un outil pratique de simple logistique pour le moment et qu'à partir de là, ils puissent eux-mêmes implémenter le travail à faire et rendre la partie pédagogique, la partie administrative de leur service et pour qu'ils donnent de meilleurs résultats dans l'intérêt des enfants de Guinée. Cet appui du gouvernement vise à améliorer les conditions nécessaires pour un enseignement-apprentissage de qualité.
Ces différents moyens logistiques visent à encourager le bon travail en milieu scolaire. Gundara Gawal, je ne partais pas, simplement parce que je n'avais pas de véhicule. Mais les véhicules là me permettront de faire l'ouverture à Kundara et de venir à Gawal. Au nom de tous les inspecteurs des 8 régions, nous les remercions très sincèrement et nous leur promettons que ces véhicules seront utilisés à bon escient. Ces différents inspecteurs régionaux de l'éducation de la Guinée sont désormais outils pour faire face à un bon résultat. Cette volonté du gouvernement va s'étendre dans les autres structures déconcentrées du pays. Mesdames et messieurs, pour être plus complet, nous recevons ce soir M. Abbas Kamara, chef de cabinet du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Il est également commissaire général de la Semaine nationale du mérite scolaire, une initiative présidentielle qui célèbre l'excellence et les meilleurs des meilleurs dans le système éducatif guinéen. À noter que cette 4e édition se clôture demain samedi. Bonsoir M. Kamara. Bonsoir Madame. Dites-nous quel est l'objectif principal de cette initiative présidentielle. Merci bien Madame. Déjà, je suis très honoré d'être sur le plateau de la RTG 20h30. Et la Semaine nationale du mérite scolaire, la SENAMSCO, est une initiative présidentielle du président de la République qui a été consacrée par décret présidentiel en janvier 2022. C'est pour promouvoir le mérite et l'excellence dans le milieu scolaire, pour faire redorer un peu le blason du système éducatif, mais surtout mettre en exergue les meilleurs élèves, les meilleures écoles, les meilleurs enseignants, pour qu'on puisse savoir que l'éducation est le pilier fondamental de notre développement. Donc cette reconnaissance institutionnelle qui a été consacrée par décret de janvier 2022 est une initiative présidentielle que je disais tantôt. Donc c'est une tradition républicaine qui a été restaurée aujourd'hui, qui est une priorité du gouvernement pour redorer un peu le système éducatif. Quel est l'impact de cette semaine du mérite a-t-elle sur les jeunes et sur le système éducatif? Merci bien. L'impact premier du système éducatif, de la SENAMSCO, déjà c'est pour célébrer les meilleurs. Il est extrêmement important pour nous aujourd'hui qu'on puisse restaurer la culture du mérite et de l'excellence au niveau du pays. Donc c'est une initiative présidentielle, comme je le disais tantôt. Cette fois-ci, le slogan qui a été retenu, c'est « La Guinée célèbre le mérite scolaire ». Donc c'est les lauréats des examens nationaux, des différents examens nationaux, les CEE, le brevet et le bac, qui vont être célébrés pour que des jeunes Guinéens puissent prendre l'exemple sur les plus méritants, pour que l'excellence et le mérite soient au cœur même de la préoccupation juvénile, pour qu'on puisse savoir que le travail et l'effort payent toujours. Donc c'est cet exemple-là que Monsieur le Président de la République ainsi que le ministre Jean-Paul Sidi a voulu traduire en acte concret pour qu'on puisse célébrer la SENAMSCO qui est au niveau de sa 4e édition cette année. Il n'y a pas que les élèves seulement qu'on récompense, on cherche aussi le meilleur avec les encadreurs. On a vu tout à l'heure que le ministre Jean-Paul Sedi a remis des pick-up aux inspecteurs régionaux au nom du président, bien sûr, de la République. Comment ce soutien se traduit-il pour les inspecteurs? Pour les inspecteurs, il est extrêmement important qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, vous avez vu le documentaire qui est passé, le reportage plutôt qui est passé, c'est 11 véhicules qui ont été donnés au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Donc le ministre Jean-Paul Sidi a jugé nécessaire de renforcer la mobilité des inspecteurs régionaux. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la plupart de nos inspecteurs régionaux ont 4 ou 5 directions préfectorales à leur charge. Donc pour renforcer les mobilités sur le terrain, vous avez suivi l'inspectrice régionale de Boké qui a du mal par exemple à partir à Boké, à Koundara, parce que les moyens logistiques n'étaient pas adaptés. Ils avaient des moyens logistiques qui datent de plus de 10 ans. Donc l'initiative présidentielle nous a aidé aujourd'hui à avoir ces véhicules qui ont été mis à la disposition des inspecteurs. Nous attendons aussi d'autres véhicules qui vont être mis à la disposition des directeurs communaux, des directeurs préfectoraux. En plus de cela, madame, il faut retenir qu'il y a 3 à 4 mois de cela, nous avons reçu plus de 300 motos pour les délégués scolaires de l'élémentaire, qui sont plus de 350 repartis sur tout le territoire national, ce qui nous a permis aussi de renforcer les capacités opérationnelles sur le terrain. D'accord. Et la clôture est prévue demain samedi. Avant cela, un message à adresser aux jeunes qui aspirent à l'excellence dans leurs études?
Merci bien. La SENAMSCO, comme on le disait, c'est la 4e édition en 2025. Donc c'est une culture de mérite que nous voulons instaurer sous l'impulsion du premier magistrat de ce pays, le général Mamadi Doumbouya. Hier, nous avons été reçus aussi par le premier ministre, chef de l'État, Amadou Oriba, qui a été un ancien lauréat de bac en série mathématique, qui a prodigué des conseils. Donc ce sont ces partages d'espérance que nous voulons faire partager aux jeunes de Guinée pour qu'ils comprennent aujourd'hui que le mérite et l'excellence est extrêmement important pour nous. Si nous voulons nous développer aujourd'hui, il faudrait que nous ayons un capital humain vraiment adapté, prêt à répondre aux préoccupations majeures du développement. C'est pour cela demain, ça va être la clôture de la SENAMSCO qui est prévue à 17h à l'hôtel Radisson, où l'ensemble des acteurs du système éducatif seraient invités pour qu'on puisse célébrer, en plus des élèves, les anciens les plus méritants et les enseignants aussi qui sont à la retraite ou qui sont décédés, qui titre posthume que nous avons nommé les icônes du ministère de l'enseignement préuniversitaire. D'accord. Merci M. Abbas Kamara d'avoir répondu à notre invitation. Pour rappel, vous êtes chef de cabinet au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, ainsi que commissaire général de la Semaine nationale du mérite scolaire. Ne partez pas, restez avec nous pour parler encore de la qualification du système éducatif. Les initiatives se multiplient pour améliorer le niveau des jeunes élèves. Dans la commune de Dixine, un concours de vacances littéraires a réuni 44 candidats autour de la poésie, de la lecture et de l'expression artistique. 6 lauréats ont été retenus pour incarner l'excellence. Aboubakar Diaby. À Conakry, les lampions se sont éteints en apothéose sur la première édition du concours vacances littéraires. Organisée ici dans la commune de Dixine, cette compétition scolaire vise à mettre en lumière les compétences des jeunes dans plusieurs domaines de formation, notamment la lecture, la poésie et l'expression artistique. L'objectif est d'occuper et former les élèves pendant ces vacances scolaires. À travers ce type d'activité, bien que ce soit en période de vacances, ça nous permet, en tant qu'acteurs publics au service de l'éducation, de jauger le niveau des élèves. Et franchement, nous avons été émerveillés. Aux lauréats, je dis bravo et persévérez dans vos efforts. Aux autres, je rappelle que la véritable victoire, c'est l'expérience acquise. C'est un projet pédagogique organisé par le club de lecture de Dixine sous le leadership du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il regroupe 44 participants du niveau primaire et secondaire venus des 22 quartiers de Dixine. Pendant 3 jours, ces jeunes élèves ont été évalués dans leurs domaines respectifs. Au final, 6 lauréats sont retenus. Dès le début, j'ai déjà dit je vais gagner. Et je suis venu avec force. Je suis venu pour gagner ce concours vacances littéraires. Il faudrait donc qu'à la base, les autorités à la base s'impliquent dans l'accompagnement de nos enfants. Nous sommes en vacances. Beaucoup d'enfants sont sous la pluie en train de jouer, mais ceux qui sont là sont en train d'apprendre. Ce projet innovant a enregistré une vaste mobilisation des jeunes pour la lecture, l'écriture et la poésie. Il stimule l'engagement collectif à l'effet de qualifier davantage le système éducatif guinéen. Et puis à la direction générale des douanes, le colonel Cheikh Abdul Kadiri Kondé a pris fonction ce vendredi après avoir assuré l'intérim pendant plusieurs mois. Il a été confirmé à son poste par le chef de l'État. Le nouveau patron des douanes promet de redoubler d'efforts pour renforcer la mobilisation des recettes. Mamadou Saliouba, Moussa Namina Keita. Il prend officiellement les rênes d'un service qu'il maîtrise parfaitement. Le colonel Cheikh Abdul Kadiri Kondé, après avoir brillamment assuré l'intérim du directeur général pendant près de 9 mois, a été officiellement confirmé à son poste le mercredi par le chef de l'État. Une confiance renouvelée dont le promu mesure la portée. Je le réitère encore une fois, les incidents majeurs qui se sont passés en douane ne se passeront plus en douane. Nous tiendrons cet engagement devant le président de la République et devant le peuple de Guinée. Deuxième engagement, monsieur le secrétaire général, monsieur le vérificateur général, toutes les créances constatées, liquidées par l'import, export, toutes les activités douanières, désormais iront à la caisse de l'État.
tige bien intégralement à la caisse de l'État. Avec son expérience et sa maîtrise du terrain, le nouveau directeur général des douanes et son équipe vont désormais redoubler d'efforts pour mobiliser les recettes fiscales et améliorer la performance de son service au bénéfice de l'économie nationale. S'ils s'appuient sur leurs collaborateurs qui seront dévoués à leur cause et eux-mêmes, s'ils puisent dans les ressources de leurs dévanciers et dans leur expérience pour moderniser le service des douanes, je suis convaincu qu'ils vont être des directeurs généraux pertinents au service de leur pays. Aux collègues de la douane, c'est maintenant qu'ils ont beaucoup plus besoin de votre soutien. Monsieur le ministre du Budget me charge de vous inviter à redoubler d'ardeur, de vigilance et de résilience. Cette prise de fonction marque le début d'une nouvelle ère pour la douane guinéenne. Une ère de mobilisation renforcée et de sécurisation accrue des recettes pour promouvoir une économie plus robuste. Alors que les paiements en espèces dominent encore dans les stations-service, la SONAP veut passer au numérique. Une rencontre avec les banques et les opérateurs de mobile money a permis de discuter des avantages et défis de la digitalisation des paiements. Kadiatou Suleiman Keita. La Société nationale de pétrole veut moderniser les paiements dans les stations-service. Aujourd'hui, plus de 90% des transactions dans les 2000 stations du pays se font encore en espèces. Une situation jugée coûteuse et risquée. Pour y remédier, la SONAP a réuni les représentants des banques et opérateurs de mobile money autour d'une table. Ensemble, ils réfléchissent à des solutions numériques. Avec les partenaires, notamment les banques à travers l'APB et des entreprises de monnaie mobile, nous avons tenu une réunion pour parler des défis et des avantages de la digitalisation des stations-service qui, comme vous le savez, manipulent beaucoup de cash. Et nous cherchons des solutions qui vont nous permettre de réduire ces cash au niveau de ces stations. Les partenaires présents lors de la rencontre ont exprimé leur volonté de soutenir activement cette transition numérique. Les échanges ont permis d'identifier les axes majeurs sur lesquels nous devrions travailler très rapidement pour mettre en place un dispositif qui permet surtout de sécuriser la population, de sécuriser les gérants de stations, parce que comme vous le savez, ils manipulent énormément de cash. Nous félicitons la SONAP pour cette initiative qui s'inscrit d'ailleurs dans la stratégie de la Banque centrale qui vise à réduire de façon drastique le cash dans le règlement des opérations économiques. Et la Banque centrale est prête à accompagner ce projet jusqu'à son aboutissement. En s'associant aux banques et aux opérateurs de mobile money, la SONAP amorce une transformation importante du secteur. Une transition vers le paiement digital qui, à terme, devrait bénéficier à tous. À Sanoya, les chefs de quartier collaborent pour vulgariser le projet de nouvelle constitution. Une rencontre solennelle a permis d'expliquer aux habitants de kilomètre 36 le contenu et les principales innovations de ce texte. Les images de Souleymane Kondé, commentées par Alpha Essiagaba. Au kilomètre 36 de la commune de Sanoya, les chefs de quartier se donnent la main pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Ici, ces autorités locales se réunissent pour passer le message. Nous, l'ensemble des chefs de quartier de la commune urbaine de Sanoya, nous avons décidé de regrouper tous nos responsables à la base, c'est-à-dire des chefs carrés, jusqu'au niveau des membres de bureau, de regrouper pour savoir réellement le message qui a été véhiculé tout au long de ce processus de vulgarisation et qui continue, si réellement la population est apte vraiment à comprendre cette initiative venant de nos supérieurs, mais aussi de comprendre effectivement que cette vulgarisation est rentrée dans de bonnes oreilles. À cette rencontre de multiples enjeux, des copies du projet de nouvelle constitution ont été remises
aux habitants présents, des habitants qui deviendront des dans la vulgarisation de la future loi fondamentale. Cette constitution permet à la Guinée de se développer. Elle permet à la Guinée d'avoir l'équité. Elle permet à la Guinée de créer des hommes libres et égaux devant la loi. Elle permet aussi à la Guinée de toucher maintenant au bonheur qu'on a tant souhaité. Les nouveautés que nous avons mis, parce que nous avons créé même des bases, et nous avons même mis des rabatteurs, des 10 rabatteurs de chaque quartier. Il y a des 10 rabatteurs qui partiront porte à porte pour aller expliquer bout en bout de la nouvelle constitution à la population. Prochain champ d'action de ces différents chefs de quartier de la commune de Sanoya, la campagne de vulgarisation porte à porte sur le projet de nouvelle constitution. À Dinguiraye, les fils ressortissants du secteur de Soboudou, Missidé, s'investissent dans le développement communautaire. Plusieurs infrastructures de base comme des mosquées et des centres de santé ont déjà été réalisées pour soutenir l'éducation locale. Ils ont également lancé la construction d'un lycée et d'un centre islamique. Ibrahim Oulé Fofana, reportage. Dans le secteur de Soboudou, Missidé, nous sommes dans la préfecture de Dinguiraye, un village de la sous-préfecture de Selouma en pleine mutation avec la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base. Au-delà de cette mosquée, ce centre de santé, cette école primaire et le logement des enseignants, un lycée moderne avec une direction et un centre islamique vont bientôt sortir de terre. Je remercie d'abord le président de la République Mamadi Doumbouya pour le maintien de la paix en Guinée. Car si vous entendez la construction des écoles et des mosquées, parce qu'il y a la paix. Parents qui sont là. L'école qui sera implantée, c'est pour nos enfants, c'est pour nos frères. Et ça, c'est que cette école doit être entretenue. Tous ces efforts consentis relèvent des efforts conjugués des fils ressortissants pour changer l'air dans ce secteur du district de Wala Wala. Cette cérémonie de pose de première pierre est un cadre de communion et surtout de promotion du vivre ensemble à Dinguiraye. Des infrastructures scolaires qui seront inaugurées avant la prochaine reprise des cours. On a réfléchi pour réaliser cette infrastructure. Pas pour nous seulement, c'est pour faire bénéficier la sous-préfecture jusqu'à la préfecture. C'est une initiative qu'on salue. Parce qu'il y a un problème. On n'a pas d'enseignants. Moi j'ai 79 classes, mais il n'y a qu'une quarantaine d'enseignants. Les habitants de la localité comptent pérenniser ces acquis et les fils ressortissants ont en perspective d'autres projets de développement. Cette édition touche à sa fin. En cette période de pluie intense, la vigilance et le respect des consignes sont notre meilleure protection contre les catastrophes. Prenons soin de notre famille et de notre environnement pour que la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, reste un lieu sûr et prospère. Merci de votre fidélité et agréable soirée à tous.